Il y a 3 ans, le monde était témoin d'une course effrénée de laboratoires pharmaceutiques, tous déterminés à mettre en œuvre le tout premier vaccin contre le Covid-19. Aujourd'hui, des milliards d'injections plus tard, ces entreprises ont engendré d'énormes bénéfices. Mais la question demeure. Est-il judicieux d'investir dans la plus célèbre d'entre elles, Pfizer? C'est ce mystère financier que nous allons explorer ensemble. Salut à toi, c'est Maxime, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la société Pfizer, donc dans le domaine de la santé. L'action s'échange actuellement à 30 dollars. Une énorme capitalisation boursière, 170 milliards de dollars, qu'on va s'empresser en fait de comparer à sa valeur d'entreprise, voilà, qui est juste ici. Et ce delta que vous pouvez voir ici de 76 milliards de dollars, et ben ça correspond en fait à la dette nette de l'entreprise. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que cette dette nette peut être remboursée en très peu de temps. Et donc pour ça, en fait, on va aller la comparer à sa moyenne sur 5 ans du free cash flow, qui est ici de 17 milliards. Donc 17 milliards comparé aux 76, ça fait un peu plus de 5 années, ce qui est relativement convenable. Par contre, regardez ici. Cette année, le free cash flow de l'entreprise a été considérablement réduit. Il n'est plus que de 10 milliards. Et là, pour le coup, 10 milliards comparé aux 76, là, il faut quasiment 8 années pour rembourser sa dette. Ce qui commence à faire, mais qui est encore raisonnable. Un retour sur ses capitaux investis relativement faible. 8% au cours des 5 dernières années, quasiment 10% cette année. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment un retour sur ses capitaux investis supérieur à 12%. Donc là, j'aime pas trop ça personnellement. Pareil pour le retour sur ses actifs, 8,4%. Il y a juste son retour ici, sur ses capitaux propres, qui lui est de 22%, qui est plutôt pas trop mal. L'entreprise verse un dividende plutôt généreux de 5,4%, ce qui correspond ici à 9 milliards. Et donc ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc on va le comparer, comme tout à l'heure, à sa moyenne sur 5 ans du free cash flow. Donc là pour le coup, si on la compare à sa moyenne sur 5 ans, on est aux alentours, un petit peu plus de 50 et 60% de payout ratio, ce qui est un petit peu élevé. Moi je recherche au maximum 50%, on va dire que c'est relativement ok. Par contre, si on compare par rapport au free cash flow de cette année qui est de 10 milliards, là on voit bien que là c'est le 9 milliards, on est quasiment à 90%. Ce qui est pour le coup trop important en fait, parce que l'entreprise, ça veut dire, n'aura pas assez d'argent pour faire autre chose, donc pour investir dans elle-même, pour rembourser sa dette, pour racheter ses propres actifs ou faire de nouvelles acquisitions. Donc moi personnellement ça me gêne un tout petit peu. Une marge brute de quasiment 70% et des marges nettes relativement constantes aux alentours des 27-29%. Ok. Maintenant au niveau de son compte de résultat. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires de la société, a bien augmenté au cours des 5 dernières années, passant de 40 milliards à 77 milliards, mais ce que je veux que vous regardiez, c'est ceci. On était à 40 milliards. Ensuite, 34 milliards. Baisse en 2020, suite probablement à l'arrêt des activités, etc. liées au Covid. Début des vaccins, on arrive en 2021, 55 milliards. Donc un bond relativement important. 2022, 101 milliards. Et là, 2023, on redescend à 77 milliards. Si on regarde un peu plus sur du long terme, on voit ici que l'entreprise n'avait très peu de croissance, aux alentours des 50 milliards de dollars. Donc la question qu'il faudrait qu'on se pose en fait, c'est ok, ce gros bond qui a été lié à la vente de vaccins, on voit qu'actuellement il y a un pullback, on commence à redescendre ce chiffre d'affaires parce que beaucoup moins de cette vaccination de masse commence à s'estomper. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est en fait, est-ce que ce chiffre d'affaires de 77 milliards va continuer, va se stabiliser, je veux dire, est-ce qu'il va raccroître, est-ce qu'il va de nouveau diminuer? C'est compliqué à savoir, honnêtement c'est compliqué. On va dérouler l'ensemble des métriques que nous regardons, mais
on va dire cette métrique est validée, mais attention. Au niveau de son résultat net, on est passé ici pareil, de 12 milliards à 21 milliards, ok, quasiment une multiplication par 2. Son bénéfice par action, 2,19$, 3,76$, ok. Qu'en est-il du nombre d'actifs en circulation? Donc ça c'est une métrique très importante qu'il faut que vous regardiez, pour la simple et bonne raison qu'on veut que l'actionnaire ne soit pas dilué au fur et à mesure. Donc on veut qu'il ait une part du gâteau soit identique à ce qu'il avait quand il a acheté son action, ou une part bien plus importante. Et pour que cette part soit plus importante, et ben, une des choses que l'entreprise peut faire, c'est racheter ses propres actions. Donc là, on est passé de 5 milliards 560 millions actions en circulation à 5 milliards 650 millions. Donc là, on peut voir que l'entreprise dilue légèrement ses actionnaires. J'aime pas trop ça. On continue. Au niveau du free cash flow. Alors, le free cash flow, c'est vraiment le sang d'entreprise, une des métriques les plus importantes à regarder, parce que vous allez pouvoir réaliser 5 choses avec. Vous allez pouvoir distribuer un dividende, vous allez pouvoir rembourser vos dettes, vous allez pouvoir réinvestir dans la société, vous allez pouvoir réaliser de nouvelles acquisitions et vous allez pouvoir racheter vos propres actions. Donc, on veut que ce free cash flow soit en augmentation au cours des 5 dernières années. Il est passé, lui, pour le coup, de 11 milliards à 10 milliards 67. Là, personnellement, ça me fait aussi grincer des dents. Le chiffre d'affaires est en augmentation, le résultat net est en augmentation, mais pas le free cash flow. Donc il est important de comprendre comment ça se fait que le free cash flow ne soit pas en augmentation. Donc pour ça, allez regarder les résultats de l'entreprise, leur rapport financier pour comprendre si c'est normal ou pas. Et est-ce que cette baisse du free cash flow va se concrétiser dans le temps ou non. Maintenant, la dernière métrique que nous allons regarder, c'est est-ce que la dette long terme de l'entreprise peut être remboursée en moins de 5 années du free cash flow. Donc, on va prendre cette métrique, les 17 milliards, et qu'on va multiplier par 5. Ce qui va nous donner 85. Voilà, 85 milliards. Donc, on veut que la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 85 milliards. Donc, on va aller ici dans son bilan comptable. On va descendre directement au niveau de sa dette long terme, qui est juste ici, 86 milliards. Bon, ok. On est légèrement au-dessus de notre valeur cible, mais rien de bien inquiétant. Bon, ok. Donc, ce qu'on a pu voir actuellement, c'était que l'entreprise Pfizer n'est pas forcément si bien gérée que cela. Et la grosse interrogation que nous avons, c'est comment va se comporter le chiffre d'affaires au cours des prochaines années. Comme on a pu le voir tout à l'heure, ici, gros bond du chiffre d'affaires lié à la vaccination de masse pour le Covid-19. Et là, à partir de cette année-là, on commence à revenir à des chiffres un peu plus raisonnables. Est-ce que ça veut dire qu'on va descendre à ces niveaux historiques de 50 milliards de dollars? Est-ce qu'on sera légèrement au-dessus? Est-ce que ça va repartir à la hausse? Honnêtement, je n'en sais rien. On va juste rejeter un petit coup d'œil au niveau des analystes. Donc ils estiment une croissance ok du bénéfice par action passant de 2,38$ à 3,70$. Et au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, voilà. Ils s'attendent ici à une grosse diminution là, jusqu'à cette année du chiffre d'affaires, arrivant jusqu'à 62 milliards de dollars. Et ensuite une augmentation, mais vraiment très très faible, de 2%, 2-3%. Donc 67 milliards, là actuellement on est à combien là au dernier résultat? 77, c'est-à-dire qu'il y aurait une diminution déjà de 10 milliards de dollars. Bon, on va essayer quand même d'estimer. Alors ça c'est des estimations que j'ai fait juste tout de suite là. Honnêtement j'ai mis des chiffres. Alors bon, on peut voir ici, hop là, mince, qu'au niveau des marges nettes et marges au free cash flow, ils sont relativement constantes. Là, on peut voir marge au free cash flow au cours des 10 ou 5 dernières années autour des 27-28, marge nette entre 26-28, on va dire, %. Ça a l'air d'être relativement constant, Covid ou non. Donc ça, c'est relativement, on va dire, assez simple à prédire.
ces chiffres. Le PER et le PCF, là c'est pareil. Donc du coup, comme il faut savoir, c'est que le PER et le PCF d'un indice de référence comme le S&P 500, sa moyenne c'est de 15. Et donc en fonction de ça, nous, on va pouvoir l'ajuster en fonction de deux facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires. Donc comme on peut le voir là, la société ne va pas va peut-être même baisser son chiffre d'affaires, ou si elle croît, ça va être très très faible. Et le deuxième facteur, c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur ses capitaux investis. Comme on peut le voir ici, on est aux alentours des 8-9%, ce qui est ridicule. Non, c'est pas ridicule, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc l'entreprise, à mon sens, ne mérite pas mieux que 15 de PER et PCF dans 10 ans. C'est pourquoi j'ai mis ces métriques là à 12, 13, 14. Ensuite, comme vous le savez, nous on réalise du stock picking, donc on choisit nous-mêmes nos actions, donc on va devoir mettre ici une marge de sécurité. C'est pour ça que moi j'ai mis du 12, 13,5 et 15. Moi voilà, ma seule interrogation, c'est vraiment au niveau de cette croissance du chiffre d'affaires. J'ai fait des estimations comme ça à -2, 0 et 2. Bon, c'est un peu, je sais pas si je dirais au hasard, mais c'est un peu compliqué à définir. On va voir ce que ça va nous donner quand même. Bon, si vous pensez vraiment que par exemple l'entreprise dans 10 ans aura un chiffre d'affaires identique à ce qu'elle réalise actuellement, donc aucune croissance, alors vous pourriez acheter l'action à son prix actuel en fait, et vous pourriez réaliser un rendement de plus de 13,5% par an. Si vous pensez que le chiffre d'affaires de l'entreprise va baisser de 2% pendant les 10 prochaines années, tous les ans du coup, avec une marge nette et marge sur free cash flow de 24% et un PER et PCF dans 10 ans de 12%, et que vous souhaitez réaliser 12% de rendement, alors il faudrait acheter l'entreprise autour des 26$. Donc on serait pas loin de son niveau actuel. Et qu'est-ce que nous indiquent les trois rendements en dessous là? Et nous indique tout simplement que par exemple, je sais pas, si vous pensez aux estimations, si vous pensez que les estimations hautes se réaliseront, donc 2% de croissance du chiffre d'affaires, des marges nettes et marges free cash flow de 28% et un PER et PCF dans 10 ans de 14, et que vous achetiez l'action aujourd'hui à 30$, alors vous pourriez réaliser un rendement de 18% par an. Même là, pour les estimations les plus basses, si vraiment l'entreprise réalise ses estimations, et que vous achetiez l'entreprise actuellement à 30$, vous réalisez quand même 9,75% de rendement, ce qui est en ligne avec ce que réalise le S&P 500. Donc c'est pas si dégueulasse que ça. Il pourrait y avoir un coup à faire. La chose importante à regarder lorsque vous investissez dans une entreprise du domaine de la santé, en fait, c'est regarder son pipeline. C'est vraiment ça qui va définir ou non sa croissance du chiffre d'affaires. Donc là, j'ai vite fait regarder. Le pipeline, c'est quoi? C'est en gros l'entreprise tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, elle va développer de nouveaux produits et ils vont passer dans différentes étapes, donc passant de la phase ici 1 jusqu'à la phase comment ça s'appelle, qu'elle soit acceptée par les régulateurs. Et donc plus vous augmentez en phase, donc là en phase 1 par exemple il peut y avoir 29 produits, mais au final sur ces 29 on va dire qu'il y en a peut-être que 5, ou peut-être pas 5, mais on va dire 10 qui passeront en phase 2. Sur les 10 de phase 2 il y en aura peut-être que 3 qui passeront en phase 3, et sur les 3 il y en aura peut-être que 1 d'accepté par les régulateurs, vous voyez. Donc ce qu'il est important de voir, c'est comment est composé son pipeline. Est-ce qu'il y en a beaucoup du coup en phase 3 ou en phase de régulation là actuellement par les régulateurs, d'acceptation par les régulateurs plutôt. Si on descend vite fait ici, donc vous avez par les différentes composantes, tout ce qui est produit announcement, ça c'est les améliorations de produits. Vous voyez, pour le Covid, je suis pas sûr que c'est ça qui va énormément driver son chiffre d'affaires. Après ça va être plutôt les nouvelles molécules. Mais après, il faut savoir que, une nouvelle molécule, mais est-ce que ce que traite cette molécule va pouvoir générer d'importants bénéfices? Ça, faut s'y connaître un peu dans le domaine de la santé, ou du moins faire des recherches un peu plus approfondies. Voilà. Donc voilà, c'est important que vous regardiez le pipeline pour savoir où cette entreprise en est. Et ensuite, déterminer en fonction de ce pipeline ce que vous pensez que le chiffre d'affaires de cette entreprise pourrait être.
Mais voilà, il pourrait y avoir un coup à jouer sur Pfizer, mais bon, en tout cas, c'est pas une société qui m'intéresse, donc du coup, je passe complètement mon tour. Donc voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne et ça vous permet d'être averti des prochaines vidéos que nous allons sortir. On a lancé récemment une mini-série qui vous guide pas à pas à investir sur les marchés boursiers, donc n'hésitez pas à aller la regarder, donc elle n'est pas encore complète, on poste une vidéo toutes les semaines. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Maxime, ciao.